sur le conseil de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux. Vous avez suivi le PCA de la GECAMINE parler, Albert Yuma, et il est là, je pense, depuis pratiquement 2 décennies. Moi, quand je l'ai suivi, j'ai eu envie de vomir. Pourquoi? Parce que voilà les gens qui nous représentent et qui ont négocié des contrats en cédant tous ces actifs miniers aux entreprises multinationales. Et aujourd'hui, il nous dit que la RDC ne gagne rien. Et ça, c'est pour plusieurs années. Et il estime que ces erreurs-là, il veut blâmer quelqu'un d'autre. Il veut blâmer les institutions multilatérales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Je ne suis pas ici pour défendre une institution quelconque. Je suis ici pour le compte de la RDC. Mais je voudrais vous dire que du temps, les 30 années que j'ai passées à la Banque mondiale, j'ai rencontré des gouvernements qui négociaient sérieusement des choses en faveur de leur peuple. Mais le gouvernement de la RDC, parfois, ou le plus souvent, on a envoyé des gens qui viennent à Washington pour être impressionnés par la beauté des bâtiments et qui laissent pratiquement tout au profit donc de l'autre camp. C'est ça qui nous est arrivé ici. Encore une fois, notre pays, si on veut changer la donne pour l'avenir, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sortons de ces histoires tribales-là, de dire que telle compagnie doit être gérée par les ressortissants de tel coin. Quand nous faisons ça et que nous avons des gens qui ne sont pas compétents, nous sacrifions le pays, nous sacrifions l'intérêt du peuple congolais. Ça, c'est la première leçon à tirer de cet épisode. Mais 2, les dégâts, lorsque Albert Yuma dit que on nous a conseillé de céder les actifs miniers auprès des entreprises qui apportaient des capitaux. Moi, je voudrais qu'on puisse relativiser les choses. Quand on veut signer un contrat minier, il y a 2 camps. Le camp de l'entreprise étrangère, qui amène quoi? Ils amènent l'expertise, les capitaux et les équipements. Il y a aussi le camp de la RDC qui amène quoi autour de la table? Et ça, il ne semble pas pouvoir le reconnaître. Nous amenons les réserves de nos matières premières. Ces réserves-là, ça vaut des milliards. Dans les négociations avec des firmes étrangères, on doit mettre en balance non pas simplement les capitaux qu'ils apportent, l'expertise et les équipements. On doit tenir compte aussi que sans nos réserves, elles ne peuvent rien faire. Moi, je suis partisan de la théorie des partages de production. C'est-à-dire, vous amenez vos capitaux, vous pouvez investir pour avoir 51%, 49% ou 51% maximum dans la compagnie qui a été créée. Mais nous, en tant que pays, à cause de nos réserves que nous apportons, nous devons contrôler au moins 49 à 51% du capital. Comme ça, on est quitte. Donc chacun a sa part. Si on avait cette formule-là, en regardant tous les profits, vous vous rappelez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un chiffre d'affaires cumulé de 41 milliards de dollars. Ça veut dire que ce qui revenait à la RDC, si on utilise cette formule, c'est environ 20 milliards de dollars. Par contre, nous avons reçu combien? 1 milliard. Je crois que nous nous sommes tirés dans la patte. C'est pour cela que je voudrais demander à notre gouvernement qu'on n'ait pas peur, qu'on puisse mettre en place une commission de renégociation de tous ces contrats. Qu'on aligne les meilleurs d'entre nous pour parler avec ces firmes multinationales, qu'on renégocie ces contrats de façon à rétablir le peuple congolais dans ses droits. Si nous le faisons, vous allez voir que la contribution du secteur minier au budget national sera beaucoup plus importante que les modiques 2,5% que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vous remercie. Noël Tchani Mwadiambita pour cette intervention. Nous allons directement inviter le professeur Émile Ngoï Kassongo pour nous parler bien sûr des conséquences du bradage sur l'économie congolaise. Professeur. De propositions qui sont assez riches. Je pense que s'il y a une situation de casus belli, le chef de l'État pourrait peut-être être amené à prendre une décision fondée de suspendre, s'il y a des casus belli. Mais la situation que nous avons maintenant, et je pense que le collègue Tiani a répondu là-dessus tout à l'heure sur cet aspect des choses, hein, pour dire que bon, je ne vais pas utiliser les termes, hein. Ceux qui nous font mal, on peut les séduire, c'est ça. Bon, on n'est pas ça pour ça. Pour ça, je pense que c'est une façon de parler. Il a parlé au sens figuré. Mais ici, ce qu'il faut dans ces zones minières, c'est de renforcer l'autorité de l'État. Il faut renforcer la réglementation.
il faut terroriser tous ceux qui viennent pour faire la spoliation. Il faut vraiment renforcer l'autorité de l'État. Et je pense que dans ces deux provinces, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient d'être fait, qu'on a ajouté justement à l'état de siège. Ce sont des gouvernements militaires. Donc je pense que l'armée qui a pris les choses en main et la police pourrait effectivement prendre des mesures particulières, notamment dans ces zones-là. Bon, les autres choses, je crois, ce sont des contributions. Si réellement la GECAMIN continuait à brader, à spolier, ça serait triste, puisqu'on a suivi la dénonciation faite par le PCA de la GECAMIN, et qu'il ne peut pas dire une chose et son contraire, continuer à agir de cette façon-là. Ça sera comment dirais-je, sur le plan juridique, ça sera du récidive. On parlera de la récidive, et donc ça ne serait pas une bonne chose. Et je pense que les autorités compétentes peuvent suivre ces dossiers, si tel est le cas. Alors, il y a l'étudiant, un participant ici, étudiant, je crois, en LMD, je pense, maîtrise. MA. Master, ok, de William Booth. Hein? Alors, vous avez parlé de cette guerre. Il y a toujours une guerre entre la Chine et les États-Unis. Il y a toujours une guerre commerciale. Mais aujourd'hui, c'est l'accès aux matières premières. La Chine avait fait un peu, entre guillemets, mes basses sur les matières premières, et l'Amérique veut retrouver la situation peut-être aussi qu'il avait dans les années 60, 70 ou 80. Donc ces guerres-là sont des guerres commerciales et qui se font et qui obéissent à certaines règles du jeu. Ça, c'est un fait. Ce sont des guerres diplomatiques. Ce sont des guerres d'influence. Et donc nous pensons qu'à ce qui nous concerne, il est bon que nous parlons seulement de la diversification de l'économie, mais il y a aussi une certaine diversification diplomatique et politique essentielle. Beaucoup de régimes ne survivent que lorsqu'ils arrivent à établir un certain équilibre avec les puissances, les grandes puissances. On ne peut pas donner accès à des richesses exclusivement à une puissance. Ça, c'est une situation qu'on ne peut pas gérer ni à moyen ni à long terme. Alors, je voudrais ici également rencontrer quelques préoccupations exprimées par notre maman, Madame Angèle Makombo, que je salue au passage aussi, ça fait longtemps. Et c'est vrai, il faut de la volonté politique. Et je pense que la déclaration du chef récemment en Kolwezi montrait qu'il faut aller dans cette direction-là, d'exprimer cette volonté politique dont le pays vraiment a besoin. J'ai visité les Botswana, j'ai vu leur expérience extraordinaire, les niveaux de vie, la qualité de vie. Il y a des capitales, quand vous arrivez, vous êtes stressé à mort. Imaginez-vous, pour quelqu'un qui vient de Botswana, qui atterrit à l'aéroport d'Ndjili et qui doit traverser d'Ndjili, ne fût-ce que jusqu'à Limete. Mais il va demander de rentrer, il va poser la question, est-ce qu'il y a une insurrection ici? Parce que voir le nombre de gens qui sont à pied et ceux qui sont dans le véhicule, vous avez l'impression qu'il y a une insurrection, vous posez beaucoup de questions et ça stresse. Mais dans ces pays, vous atterrissez dans un aéroport comme si vous étiez chez vous à la maison, quoi. J'exagère pas, ceux qui ont fait Gaborone les savent. Et vous traversez la ville immédiatement, vous êtes la ville et le parc. Vous rentrez même dans un parc, vous visitez les lieux et les restes. C'est comme au Kenya, vous atterrissez, le temps de rentrer dans la ville, vous pouvez faire un tour au parc qui traverse la ville. Et nous aussi, on avait ces grandes idées. Regardez les parcs, les domaines présidentiels de l'Antilles. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, on est rentré dans tous les antilopes, les gazelles qui étaient là, tout ce qu'on avait comme faune et flore. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Alors qu'on nous enviait. On entendait à l'époque, par exemple, ici, la plupart des chefs d'État qui traversaient les boulevards du 30 juin ici, ils étaient très touchés par la qualité, notamment de notre terrain de golf ici. En plein centre-ville, on avait un terrain. On a encore, mais bon, il n'a plus les qualités qu'il avait avant. Tout cela montrait la qualité de la vie, le fait qu'il y a une vie paisible et tout ça. Il faut reconstruire tout cela. Et sur le plan des minéraux, c'est vrai que Mbuji-Mayi devait être ce qui est à l'image de Gaborone.
C'est la capitale mondiale du diamant. La puissance minérale de ce qu'il y a comme réserve dans les Kasaï là-bas par rapport aux minéraux n'a rien à comparer à ce qu'il y a à Gaborone. Nous, on devait avoir 2-3 fois. C'est un rapport de la Banque mondiale de 1900, la revue économique de 2015 qui l'a dit. Le Botswana n'a pas le même potentiel que la RDC. Le potentiel de la RDC 2 fois, 3 fois plus. Mais quand on regarde la rente, quand nous on a une rente qui n'arrive même pas à 1 milliard, ils sont à 25 milliards. Et donc il y a vraiment, c'est un exemple, et je pense qu'au Conseil économique et social, vous avez vraiment du moule, de la graine à moudre. Hein. Alors, concernant effectivement la formation, c'est vrai, nous avons un problème fondamental dans notre université. Je m'excuse, j'étais à la tête de l'université congolaise, comme ministre de l'enseignement supérieur. Nous avons réformé. Vous savez, en 2003, je vais faire une petite parenthèse. En 2003, quand je suis arrivé, il y avait 28 ans passés qu'on n'avait jamais réformé les programmes d'enseignement. C'est-à-dire, on enseignait en 2003 avec la même méthode qu'on enseignait en 1978. Imaginez, en 2003, on avait déjà des portables, alors qu'en 1978, si vous dites à quelqu'un que voilà, voyez cet appareil, tu peux parler avec ton cousin qui est aux États-Unis, parti depuis 20 ans ou quoi, il va te traiter de sorcier. Il dit comment? Les téléphones, c'est les fils, et puis vous avez une standardiste qui doit refaire 10 fois les numéros pour avoir un contact. Donc le niveau de la science et la technologie est totalement dépassé. On continue à enseigner en 2003-2004 avec des programmes qui ont été déterminés à une époque où la technologie n'avait plus droit à voir. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est que comment faire en sorte que l'excellence devienne la règle, là où c'est l'exception aujourd'hui. C'est-à-dire quand on vous présente 10 étudiants, il y a quelques temps, on vous dira, bon voilà, sur les 10, il y a au moins un qui est bon, ou 2 ou 3. Donc l'excellence était devenue une exception. Et c'est les combats que nous sommes en train de mener. Par exemple, aujourd'hui à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques, on a entendu trop parler des problèmes de l'université congolaise en disant le point où les codes transmissibles sexuellement, économiquement, chacun de nous en sait quelque chose. Tout simplement parce que on est arrivé à un moment où les relations entre les professeurs et les étudiants, c'était presque de la culpabilité. Mais ce que nous avons fait en tant que doyen, dès la première année aujourd'hui, j'ai imposé, et on a mis en place, et ça marche très bien, l'anonymat. Les professeurs corrigent sans savoir la copie de qui ils corrigent. Et donc la question des notes transmissibles, il n'y a plus question. Merci. Et nous devons aussi orienter nos formations aux besoins de la société. L'université congolaise a été créée avec comme mission de répondre aux besoins de la société. Hélas, on a beaucoup, quelqu'un parlait ici que nous avons transformé l'UPEN en université. Oui, vous arrivez dans une réalité telle que Kinshasa à l'époque, avec 10 millions d'habitants, n'avait qu'une seule université publique, l'UNIKIN. Et il y avait un taux de saturation tel que pour un siège, il y avait 242 étudiants. Or, il y a beaucoup d'universités dans la ville de Kinshasa, mais tous les parents n'ont pas le moyen d'envoyer leurs enfants au prix ou au tarif des établissements privés. Et donc l'université publique doit être là. L'université de la République, on parle de l'école de la République. J'ai dit, on ne peut plus. L'UNIKIN est saturé. Mais j'ai eu la chance d'aller faire visiter le directeur général de l'UNESCO, l'UPN, à l'époque institut. Mais on arrive des auditoires vides. Il n'y a plus les métiers d'enseignant. Comme ça ne paye plus bien, il n'y a plus de vocation, ça ne suscite plus de vocation. Et donc il fallait faire quelque chose, sans compter le fait que quand on a créé l'IPN, c'était la seule institut supérieur pédagogique. Mais les années sont passées, 40 ans, 50 ans sont passés par là. Il y a au moins dans chaque territoire de la République démocratique du Congo aujourd'hui un ISP. Et même ici à Kinshasa, vous avez l'ISP Gombe ici. Donc on n'est plus dans cette idée du départ, elle était déjà totalement dépassée. Et c'est comme ça qu'on avait commencé la bataille pour que, de sa transformation en université. Dieu merci, ça a été un long combat. Comme a dit beaucoup que la naissance s'est faite par césarienne. Mais elle est là, elle a permis de désengorger. Et aujourd'hui, c'est une université qui fait fierté.
Le nombre de docteurs qui sont formés, les spécialisations, les facultés qui ont été multipliées, c'est une bonne chose, mais c'est encore insuffisant. Vous avez une ville de 15 millions d'habitants. C'est comme la population de Congo-Brazzaville, du Gabon. Vous m'arrêtez s'il y en a trop. Hein. De la République centrafricaine. Imaginez ces 3 ou 4 pays n'envoient qu'une seule université publique. Ce serait réaliste. On dit une ville, une université, mais quelle ville? Une ville de 15 millions, de 12 millions, de 10 millions d'habitants? Prenez la proportion à la juste mesure. Et donc, aujourd'hui, nous devons mettre l'université en phase avec les besoins de la société. Il faut des géologues, il faut des gens que nous-mêmes, nous puissions faire l'audit de nos réserves. Lorsque nous avançons des réserves ici, qui nous disent qu'il n'y en a pas? Il y a des coins de la République, on dit les vraies cartes se trouvent peut-être à Tervuren ou en Belgique, parce que eux, ils avaient commencé ce travail-là d'évaluation des réserves, du potentiel minier. C'est là où tout doit commencer. On ne sait même pas quel est le vrai potentiel des réserves minières. On a tellement vendu les minéraux, on a cédé ou vendu les minéraux, bradé les minéraux de la Gécamine, qu'on est étonné que jusqu'aujourd'hui la Gécamine a certaines réserves. Donc il y en avait plus que ce que l'on pensait. Donc je suis parfaitement d'accord qu'il faut beaucoup de géologues, il faut aussi beaucoup de managers, des gens qui ont la capacité de manager, de la créativité, de l'innovation. Il faut vraiment, et là les capitaux humains deviennent décisifs sur l'essor de notre pays. Les capitaux humains deviennent décisifs, la qualité de la formation. La guerre de l'eau, elle est déjà à nos portes, elle est déjà là. L'affaire du lac Tchad, qu'il faut renflouer, c'est déjà une guerre de l'eau. Détourner, on ne sait pas, peut-être qu'ils passeront vers la République centrafricaine pour détourner l'eau de la rivière Ubangi. Ubangi, c'est l'un des plus gros affluents du bassin du Congo. Et ce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas rester simplement en disant les bassins du Congo, croyant seulement le fleuve Congo, les grandes rivières que nous avons ici. Le bassin du Congo est plus grand que la superficie du Congo. Nous faisons 2 345 et 409 000 km², mais le bassin du Congo fait 3 millions. C'est-à-dire que les eaux du fleuve Congo, le fleuve Congo charrie des quantités d'eau qui viennent des autres pays. Nous partageons la grande rivière Ubangi avec la Centrafrique, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui on capte les eaux de la rivière Ubangi pour les envoyer renflouer le lac Tchad, ça veut dire qu'il y a un affluent important du fleuve Congo qui va nous créer des problèmes. Donc la guerre de l'eau, vous avez raison, il faut commencer ces débats et je pense que notre ami à ma droite ici, hein, Freddy Moulumba, pourra effectivement dans le futur, monsieur le DGA, dans le futur il y a un débat, la guerre de l'eau. C'est pas moi, c'est notre maman qui a lancé l'idée. Il faut qu'on discute aussi, qu'on parle sur la guerre de l'eau. Les jeunes que vous voyez ici, Katamboué, qui est en 2e graduat, c'est vraiment un phénomène. Vous l'aurez constaté. La question qu'il a posée, je vais simplement lui répondre parce que par la définition de ce qu'on entend, les sous-développement, vous êtes préoccupé de savoir pourquoi on défaçonne l'économie en développement. C'est cela, n'est-ce pas? Les aspects structurels, les aspects conjoncturels. J'ai bien suivi la pensée que vous voulez exprimer, mais retenez une chose, que les développements, c'est un changement de mentalité en faveur du progrès. Donc le développement, c'est aussi un phénomène culturel. Il faut acquérir la culture du développement. Le développement se fait par accumulation des ressources. Nous, au lieu d'accumuler des ressources, nous sommes en train de brader, de détruire les ressources. Comme nous les détruisons, nous ne pourrons jamais accumuler pour sortir du sous-développement. Nous allons mener ces combats contre les sous-développements en faisant de l'accumulation plutôt que de la destruction de nos richesses. Et je voudrais compléter ici que ce que le professeur Tchani répondait à la même question ici, qu'effectivement, si avec 4,4% de croissance, nous attendrons 2 siècles et 8 ans pour arriver au stade, rentrer dans les clubs des pays émergents, mais sachez que si nous faisons l'effort minimal d'avoir au moins chaque année 22% de croissance, c'est possible, l'Angola, l'Ouganda et tous les autres pays, même ici de la région, l'ont fait. Si nous arrivons à une moyenne de 22%, je peux vous assurer qu'en 15 ans, la RDC va retrouver l'Afrique du Sud, va retrouver la Russie, va trouver le Brésil, l'Inde comme étant, la Chine comme étant un pays émergent. J'ai dit, je vous remercie. Je salue l'entrée du ministre Modeste Moutienga dans la salle, bien qu'il soit discret.
Ok, je pense que notre plus grand problème, je l'ai dit dans les petits mots que j'ai faits, est que le Congo, c'est un pays spécial, l'État congolais, depuis sa création. C'est un État qui est considéré comme une entreprise. Ceux qui doivent être des présidents sont des gérants. Ils ne gèrent pas seulement pour les intérêts, ils gèrent seulement pour les intérêts des étrangers et pour les propres intérêts. Je prendrai l'exemple de Léopold II, qui était gérant. Quand il a commis des bêtises, on a revu le Congo dans la Belgique. Je prendrai aussi l'exemple de Savubu Lumumba. Et quand Lumumba voulait s'opposer aux multinationales, on l'a assassiné. Je prends encore l'exemple de Mouzé Kabila. Donc c'est pour vous dire que nous sommes un cas spécial, qu'on soit conscient. La plupart des multinationales estiment que ces pays, ces matières premières leur appartiennent depuis 1885. Il y a une étude faite par Banzama Lalé, qui est professeur, intitulée « Des aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours 1860-2006 ». Banza a fait une étude. Il a vu que chaque fois, donc les guerres qui sont parties de 1990 jusqu'à 2011, c'est pendant cette période que la plupart des contrats de concession sont arrivés à terme. Donc les premiers contrats étaient signés en 1900 par Léopold II avec les multinationales. Les derniers étaient signés par la Belgique avec les multinationales vers 1921-1926 avec l'histoire de Kivu. Et il a fait une étude, il a vu que toutes les guerres se passent pendant cette période. Et c'est pendant cette période que les concessions sont arrivées à terme. C'est pour vous dire, notre problème, nous sommes en face des systèmes capitalistes. On n'a pas, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas, comment dirais-je, la Grande-Bretagne. Ce sont des capitalistes qui étaient à Berlin en 1885 qui nous posent des problèmes. C'est ça l'effet. Deuxième chose que je voudrais apporter ici, j'ai assisté au débat sur le contrat, le nouveau code minier, qui a été publié en 2018. En fait, quand il y a eu le débat au Parlement, et tout le monde était d'accord qu'il fallait revoir ce code minier, on a envoyé la loi, donc le code chez le président Kabila pour qu'il puisse promulguer. Normalement, il devait le faire dans 15 jours. Le code arrive, monsieur le patron de Glencore écrit une lettre pour dire à Kabila que les entreprises ne sont pas gagnantes. On doit prendre ces codes et les remettre au Parlement, qu'on puisse les revoir. Kabila dit c'est impossible, parce que c'est le peuple qui a voté ce code. Moi, je ne fais que promulguer. Ils ont refusé. Il a dit dans ces conditions, on va négocier. On a envoyé sur place des sous-fifres, donc des petits chefs. Kabila a refusé de les recevoir. Ils sont repartis. Et les grands sont arrivés, les grands, des majors miniers sont arrivés ici à Kinshasa. Ils pensaient, donc ils sont arrivés le matin, ils pensaient rentrer le soir. Ils ont passé la nuit ici, avec leurs guettes. Le matin, donc les jours suivants, ils ont été reçus vers 14h. De 14h à 21h, il y a eu un débat pendant 8 heures du temps entre Kabila avec les experts congolais en face de ce plan minier. À la fin, Kabila a dit on va promulguer, mais on verra cas par cas. Et M. de Glencore fait encore une menace. Il rappelle à Kabila, n'oubliez pas, c'est moi, donc c'est nous qui avons stabilisé le Congo. Donc les déclarations du chef de l'État, Félix Tshisekedi, doivent être prises au sérieux et mobiliser notre peuple. Ces gens sont des bandits. Ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas de morale. Ils vont comprendre quand il y aura les rapports de force. Ils verront que Félix Tshisekedi, derrière lui, il y a toute la population, ils vont négocier. Mais s'il n'y a pas un soutien de notre population, je vous assure, nous risquons de regretter un jour. Donc, c'est une occasion, surtout aux jeunes gens, de vous préparer. Vous devez être capable d'avoir des arguments parce que l'Occident, il faut en face de lui un rapport de force intellectuelle.
Malheureusement, les Congolais ne lisent pas. Même les étudiants, même certains professeurs ne lisent pas. Nous passons à la télévision, nous discutons beaucoup. Et après, les Blancs disent, vous connaissez, les Congolais sont comme ça, ils vont parler, puis ils vont se fatiguer. Vous donnez un peu d'argent, c'est fini. Donc, ce sont les jeunes gens qui sont dans la salle, les étudiants, à qui je parle. Deuxième élément que je voudrais aborder, c'est sur la guerre entre la Chine et l'Amérique. Nous sommes au cœur des enjeux géopolitiques entre l'Occident, l'Amérique en tête, et la Chine. Et on veut contrôler les minerais du Congo. Nous avons 64% de cobalt et on vient de couvrir encore une réserve de lithium à Manono. Donc, la clé du succès de la révolution numérique et de la transition énergétique dépend du Congo. Donc, nous avons la clé de puissance. Si on a des dirigeants sérieux, une élite intelligente, compétente, nous pouvons discuter en position de force. Malheureusement, nous avons une élite très faible et médiocre. Voilà pourquoi nous sommes toujours perdants. Mais là où la situation c'est compliquée, est que la Chine est en avance sur le plan technologique avec les 5G. Par exemple, qui sont déjà au niveau de 6G. Et l'Amérique est en retard. Donc si on laisse la Chine contrôler la matière première du Congo, l'Amérique va disparaître. Que faire? Il faut que l'Amérique soit avec le Congo pour contrôler la matière première. C'est ça l'enjeu. Même cette fois-ci, comme nous sommes en position de force, nous pouvons bien discuter, bien négocier. Malheureusement, je vois beaucoup de politiciens qui discutent à la télévision. Hein, chacun cherche toujours à avoir les 30% et les 10%. C'est ça les malheurs de ce pays. Donc, ce qu'il faut faire, je profite de cette occasion, comme il y a beaucoup d'étudiants ici. Hein, on a parlé de Clinton et autres. Il y a un livre qui a été publié par un Américain, hein, Clinton Cash, où on explique les cas du Congo ici. Combien de gens l'ont lu? Il y a encore un autre livre écrit par un Canadien. Je pense que ça, Prof. Kangounambaye le fait m'expliquer. Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Cet homme a souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était obligé de retirer son livre. Là, il y a un grand procès contre ces gens. Il s'est calmé, on a retiré tout. Vous ne pouvez pas retrouver ça en circulation. Parce que pour dire que ces gens sont très puissants. Il y a aussi l'autre de M. Raphaël Ngoyi. Je pense que c'est celui dont vous parlez. Défi la GECAMIN, c'est un spécialiste. Vous avez encore les derniers, c'est en 2019. Il a parlé du cas de Yuma. Moi, ce que je demande aux jeunes, c'est de lire. C'est tous les étudiants. Les étudiants doivent lire parce qu'on voit chaque fois quand on discute, on sent que la jeunesse n'est pas informée. Madame, Madame, il y aura le Wi-Fi gratuitement, je pense qu'on peut quand même s'informer. Ça, je l'ai lu sur Internet, je n'ai pas payé l'argent. Ok, donc, si on a la volonté d'apprendre, on va apprendre. Donc, c'est au conseil d'université d'imposer la discipline à leurs étudiants pour qu'on ait demain, dans 10 ans, 20 ans, des gens de qualité qui peuvent gérer ces pays. Parce que nous risquons de se retrouver peut-être dans 20 ans, il n'y a pas d'élite. L'exemple est là. Les enfants n'étudient pas. Donc, je voulais vous dire que la décision du chef de l'État, elle est salutaire. Mais n'oubliez pas, il faut que le peuple congolais, toutes les élites se mobilisent pour soutenir sa décision, pour qu'on revoie ces contrats léonins. Si on ne les fait pas, on va les regretter. Je vous remercie. Merci. Merci pour la parole. Il y a eu d'abord la question posée ou soulevée par le monsieur qui s'est présenté comme retraité de Périnco. Les comportements par rapport au secteur pétrolier. C'est vrai, il y a des dégâts écologiques dont on ne parle pas assez. Hein. Quand vous arrivez à Mwanda, la première chose, c'est de voir l'état de la côte. Les destructions sur le plan écologique que cette société, dans l'exploitation du pétrole, est en train de commettre. Pour ma part aussi, puisque vous avez évoqué la question de l'évaluation justement
de nos réserves pétrolières, de notre bloc pétrolier de ces côtés-là. Ma petite expérience, parce que je ne suis pas spécialiste en particulièrement dans cette matière, mais il y a une interrogation permanente à moi en rapport avec le fait qu'ils sont les seuls à accéder en haute mer. Et donc, je me souviens à la tête de l'OGEFREM, pour évaluer les fret pétroliers, il faut passer par eux, et c'est eux qui peuvent vous autoriser et vous conduire sur la plateforme. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que les tonnages qui prend la route des États-Unis, comme vous l'avez dit, les tonnages qui vont à l'extérieur pour être raffinés, est-ce que ces tonnages-là correspondent réellement à ce qui est déclaré? Là aussi, il y a un intervenant qui a parlé de la volonté politique. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec la personne parce que c'est Madame Kabangu, si je ne me trompe pas. La volonté politique ne suffira pas s'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas de stratégie, à l'occurrence. Voilà ce que je peux dire, il y a un problème réel. Moi, mon premier problème, j'ai eu l'occasion il y a 4 ans de rencontrer le DG de Perenco à Mwanda comme un citoyen dans le cadre du tennis, parce que Perenco fait quand même quelque chose pour le tennis dans le coin. Et la question que j'avais envie de lui poser d'ego, c'était la question de la préservation de la nature. Les mangroves sont en train de périr, les mangroves. On avait la joie quand on allait vers Banana de constater ces mangroves. Aujourd'hui, quand vous les regardez, vous sentez qu'il y a un drame écologique qui est en train de se jouer là-bas. Il faudra que nos députés, la représentation nationale qui se réveille, je sais qu'il y a beaucoup d'interventions qui ont été faites dans ce sens, mais il faut que ça se poursuive avec des missions sur le terrain pour s'assurer que vraiment on ne va pas perdre nos mangroves de cet écosystème que constituent les mangroves. Et aujourd'hui d'ailleurs, je regrette que Mwanda, on n'a plus vraiment les plages publiques depuis la catastrophe qu'il y a eu. Maintenant, il faut rentrer dans soit des habitations privées ou des complexes hôteliers pour pouvoir accéder à la plage, alors qu'il y avait une belle plage publique, mais bon, il y a eu une catastrophe naturelle qui a emporté tout ça. Alors, Madame Kabangu, vous posez une question réelle. Lorsqu'on parle de win-win, de quel win-win il s'agit? Parce que selon les États, selon les intérêts, les win-win, nous les comprenons comme 50-50, mais les gagnants-gagnants n'ont pas le même chiffre. Vous évoquez entre la Chine, par exemple, c'est une bonne information, la Chine et la RDC, les gagnants-gagnants, c'était 60-30. Donc, ce sont des choses sur lesquelles aussi, la réponse ici pour nous, ce serait que dans ces pays, que nous puissions nous dire, pour nous, dans le domaine de nos ressources naturelles, les win-win, c'est par exemple les 70-30 ou 80-20, ça dépend de la volonté du pays. Et ici, nous avons un monopole. Nous sommes dans une situation de quasi-monopole. Lorsque nous détenons 64 ou plus de 50% des réserves mondiales, nous avons quasiment une situation de monopole. Que ce soit pour les diamants industriels, nous avons une situation de quasi-monopole pour lesquels nous pouvons imposer nos règles du jeu. Mais pour ça, je crois. J'ai participé un peu à l'époque comme ministre de l'économie aux échanges qui ont eu lieu en 2004, notamment sur ces questions de la GECAMIN. J'ai vu des experts de la GECAMIN qui étaient invités à proposer, à faire aussi leurs propositions à l'ECOFIN à l'époque, qui avaient des larmes aux yeux, ils ne voulaient pas céder. Le problème, c'était quoi? La relance, pour renflouer la GECAMIN, il fallait juste 2 milliards de dollars pour que la GECAMIN puisse conserver tout ce qu'il avait comme réserve et les mettre agencières pour relancer. Il nous a manqué 2 milliards pour que nous puissions remonter la GECAMIN et il n'y restait plus qu'une seule alternative, c'était de trouver des win-win. Il fallait trouver des contrats, ainsi de suite. Donc, nous devons éviter que ces genres de situations de détresse, qu'on attende jusqu'à la détresse pour pouvoir réagir et finalement aller s'engager dans des protocoles qui ne sont pas toujours extrêmement favorables.
Vous avez évoqué, parlant donc de la volonté politique, vous avez salué la volonté politique du chef de l'État, vous avez parlé de moyens humains, mais aussi stratégiques et militaires. Et je crois que monsieur le DGA le disait tout à l'heure, il faut des stratégies. Les pays n'ont pas d'amis, n'ont que les intérêts. Mais derrière les intérêts, il y a les rapports de force. Il y a ces rapports de force-là. C'est vraiment très important. Et même militaire. Vous connaissez l'histoire de la guerre de l'Irak en 92, lorsque l'ambassadrice américaine est allée voir Saddam Hussein, qui lui fera passer juste un mot, mais diplomatiquement, il avait compris que Saddam avait l'intention de s'attaquer au Qatar. C'était les Qatar, hein? Non, les Koweït plutôt, les Koweït, excusez-moi, les Koweït, mais bon, c'est la région. Et quand il demandera, mais si jamais l'autre fait comme s'il n'a rien compris, rien entendu, pour eux, c'est normal. Mais s'ils avaient empêché à Saddam d'attaquer, je crois qu'on n'en arriverait pas là. On l'a laissé faire, et en laissant faire, il n'a plus le temps de revenir là-dessus, mais on sait ce qui a été la tempête du désert. Et donc l'Amérique a porté la guerre à des milliers de kilomètres. Je crois que c'est la seule puissance au monde aujourd'hui qui peut porter la guerre à n'importe quel coin de la planète. Parce qu'ils ont la logistique, pas seulement à déplacer, mais installée partout. Même là où rien ne se passe, ils sont présents parce que demain on ne sait pas si ça sera la guerre du cacao, la guerre de l'eau, la guerre du lithium, n'est-ce pas? Donc nous devons aussi, dans la région ici, développer aussi nos capacités de dissuasion. Il y a des pays aujourd'hui, les gens le parlent, comme l'Angola. L'Angola a développé une grande capacité de dissuasion, telle qu'aujourd'hui, si vous voulez vous attaquer aux intérêts de l'Angola, d'une manière ou d'une autre, vous devez réfléchir 3-4 fois. Donc il est important. C'est vrai que le pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, parce qu'une puissance militaire, avec une dissuasion crédible, nous en avions dans ces pays. Vous savez, noter enfant, quand on suivait la radio du Congo d'en face, la radio d'ici, il y avait toujours des échanges de mots. Mais quand ça allait un peu trop haut, alors on sortait un Mirage, on sortait un Sukisa, ils prenaient juste la limite au milieu du fleuve Congo et le message était passé de l'autre côté. Même à l'est, lorsqu'il y avait des bruits de bottes à la frontière avec l'Ouganda, le Rwanda ou le Burundi, on envoyait un Mirage qui quittait ici. Moins de 45 minutes, il était toujours au Congo, mais à 2000 km d'ici. Le message était entendu. Nous parlons de la nécessité, dans les rapports économiques également, de développer non seulement de la volonté politique, mais aussi des capacités. Sinon, vos menaces ne seront pas crédibles. Ce qui peut rendre crédible une menace, c'est la capacité, c'est la dissuasion. Et cette dissuasion, elle est dans les domaines que vous avez évoqués, stratégiques et même militaires. Et nous pensons que ce qui vient de se passer, les décisions prises au niveau de l'Ituri, au niveau du Nord Kivu, vont constituer une dissuasion pour que toutes ces forces rebelles puissent retourner là où ils viennent. Alors, l'honorable député honoraire d'Ikolwezi a évoqué les problèmes de la raffinerie du pétrole, un éclairage sur les pompages du pétrole. Évidemment, on a des sérieux problèmes, notamment dans les Graben, n'est-ce pas? L'Ouganda a déjà construit des pipelines qui vont amener le pétrole directement, je crois, vers les ports de Dar es Salaam. Alors la question de savoir, effectivement, si on pompe le pétrole dans un lac, à quel moment précis le pétrole qui vient là n'est pas un pétrole sur lequel on devait discuter. C'est le même cas qui se passe, notamment le pétrole qui est du côté du Congo central, avec l'Angola. Donc c'est très important et ça, nous devons avoir de l'expertise avérée. Nous devons mettre en place des systèmes d'alerte pour considérer qu'à partir de ces moments, parfois c'est nous qui traînons les pieds. L'exploitation du gaz méthane dans le fleuve, dans les lacs Kivu par exemple, le Rwanda, de son côté, a commencé depuis des années à exploiter. Il y a l'énergie aujourd'hui qui est utilisée provenant de gaz méthane, n'est-ce pas? Mais de notre côté, nous avons observé, nous contemplons, et les temps passent, on se pose beaucoup de questions. Il faut agir. Il y a aussi un moment, après avoir contemplé, observé, fait des analyses, il faut agir, et nous devons agir. Et de manière conséquente, s'il y a des richesses que nous devons partager avec... vous savez, l'Angleterre, c'était la première puissance industrielle du XVIIIe siècle. La technologie et compagnie, tout cela est né
en Angleterre, n'est-ce pas? Mais les autres pays, ils n'étaient pas à la hauteur de l'Angleterre. Mais c'est par, les échanges qu'est fini. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers étudiants, parce que j'en ai remarqué la présence de certains d'entre eux ici, mes chers amis, nous avons un réel bonheur parce que lorsque notre distingué ami Freddy Mulumba nous avait fait partager l'idée de nous retrouver en discussion sur ces sujets majeurs pour l'avenir de notre pays, on était loin de savoir que le chef de l'État, le président de la République, allait anticiper sur les sujets. Nous réclamons ici la révisitation, mais le chef a annoncé la révisitation. En réalité, le débat est clos, mais nous devons discuter. En cela, je voudrais saisir cette opportunité pour rendre hommage à l'autorité suprême, au chef de l'État, M. Félix, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et pour cette décision, j'aurais souhaité que dans cette salle, on puisse lui rendre un standing ovation. Merci infiniment. C'est ça être congolais. Quand ça marche, quand ça avance, nous devons savoir apprécier et rendre hommage. Et là où ça n'avance pas, eh ben, il faut le faire comme mon distingué collègue, le professeur Tiani, les fait. Il dénonce, n'est-ce pas? Et il dénonce dans la bonne direction. Il faut que les meilleurs d'entre nous soient là où la République doit être. La République doit défendre nos intérêts, nos valeurs. Pour ma part, c'est toujours un peu, si vous voulez, délicat d'intervenir après autant d'interventions que j'ai beaucoup apprécié moi-même, l'intervention introductive de M. Freddy Mulumba et la démonstration qui a été faite sur ses connaissances dans les dossiers miniers de la RDC, le professeur Tiani. Et tout cela me conduit juste à voir dans mon intervention en quoi je n'ai pas apporté une petite valeur ajoutée. Et c'est en cela que je vais m'engager. Mes chers amis, notre intervention, telle qu'elle a demandé les organisateurs, je salue aussi les magazines Renaissance, que je félicite et que j'encourage pour cette initiative. Notre intervention s'inscrit dans la problématique récurrente du bradage des ressources minières de la République démocratique du Congo, et notamment ses conséquences sur l'économie nationale. La situation de notre pays, obligé de brader ses ressources minières sans aucun moyen de les valoriser, n'est pas sans conséquence sur l'état de la pauvreté dans laquelle couvrissent une grande majorité des Congolaises et des Congolais. Économiquement, si on ne faisait rien, si on laissait faire ces bradages, j'aurais envie de dire le Congo est mal parti. Si je dis le Congo est mal parti, certains auront compris. Je pense que Freddy l'aura compris. C'est René Dimon en 1962 qui avait publié cet ouvrage prophétique où il disait « L'Afrique est mal partie ». Si on n'arrête pas les bradages, permettez-moi de faire cette analogie, paraphraser René Dimon, les Congos seraient mal partis. Heureusement, le président vient de donner les go. En effet, je voudrais faire allusion, en parlant de cela, à la situation économique de l'un des pays les plus riches de la planète en potentiel minier, et aussi les plus pauvres, comme pour dire un pays riche en sous-sol et pauvre en surface. C'est la petite définition que généralement les Français donnent de la RDC. Pays riche en sous-sol, mais quand vous arrivez en surface, les gens sont pauvres. Notez que je reprends quelques statistiques évoquées ici. 70, bien que les sources ne sont pas identiques. Notez que 70% des Congolais vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $1,25 par jour.
Si vous multipliez par 365 jours, vous êtes sûr de tomber sur le revenu annuel d'un Congolais moyen. C'est-à-dire quelque chose comme 450 $. Et si on veut devenir un pays émergent, puisqu'on a entendu dire, vous vous souvenez, il y a une décennie, on a entendu les slogans des objectifs 80. Ceux qui première, t'es deuxième, ceux qui troisième, tout qu'on y m'a monté. Vous vous souvenez, c'est de ma génération. Et puis il y a une décennie, nous avons parlé de l'émergence en 2030. C'est-à-dire que le Congo en 2030, chaque Congolais devait avoir un revenu moyen de l'ordre entre 4 500 et 5 000 $. Ça nous a fait tous rêver de savoir qu'on va passer de 450 $ en moyenne de revenus annuels à quelque chose comme 5 000 $, puisque nous allons devenir en 2030 un pays émergent. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une chimère, parce que 2030, c'est juste devant nous ici. Nous sommes en 2021, dans 9 ans, on sera en 2030. Tout à l'heure, dans la présentation, je remercie le brillant présentateur qui l'a fait, le modérateur, le maître des séances, qui a parlé de ma dernière étude sur la clé de l'émergence de l'économie congolaise. J'ai fait une étude simple pour dire, premièrement, au rythme de croissance que nous faisons actuellement, nous avons une croissance moyenne de l'ordre de 4,4%. À ces rythmes-là, est-ce que nous pourrions passer de 450 $ à 5 000 $ de revenus moyens chaque Congolais en combien de temps? Quand on fait cette étude jusqu'au bout, à ces rythmes de croissance que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai un ami qui m'attend à Matadi, je lui dis que je vais arriver à Matadi avant qu'il soit 19h. Il va me poser la question, comment? Tu viens par avion, par véhicule? Si je lui dis que je viens à pied, au rythme par exemple de tous les 3 heures pour faire 1 km, ou bien par exemple pour faire 10 km, il va me dire, vous n'y arriverez jamais. Comment faire qu'au rythme de 4,4% chaque année, nous puissions devenir ces pays émergents, faisant rentrer des revenus par habitant sur une fourchette entre 4 500 et 5 000 $? Eh bien, si nous allons à ces rythmes-là, le Congo sera émergent. Mais vous savez, après combien de temps? Après 2 siècles et 8 ans. C'est-à-dire après 208 ans, nous serons pays émergents. Je me demande si dans cette salle, il y aura un vivant pour voir cela. Donc ça voudrait dire que si nous continuons à créer de la richesse à ces rythmes-là, l'émergence du Congo, le bonheur, le bien-être économique, certainement pas notre génération, ni les 2 autres qui vont suivre. Et donc j'ai fait les scénarios, j'ai dit, bon, ok, le Congo fait un effort pour arriver à une croissance économique à 2 chiffres. Une croissance économique à 2 chiffres commence par 10%. Or, dans l'histoire, j'ai cherché dans l'histoire de la République, à quel moment nous avons réussi à faire cette croissance à 2 chiffres. J'ai regardé, j'ai trouvé une période que j'appelle les 7 glorieuses. C'est l'année de 1967 à 1973. En 1970, la RDC a fait 9,7% de croissance. Il n'a pas atteint les 10 chiffres. Il a échoué à 0,3%. Point de pourcentage. Et donc, c'est pour dire que atteindre les 10%, nous devons travailler comme on n'a jamais travaillé dans ces pays. Parce qu'on n'a jamais atteint les 10%. Et là, si nous arrivons au rythme de 10% de croissance chaque année, ça ne se fera pas en 2 ans, 3 ans, nous devenons émergents, ça prendra 35 ans pour devenir un pays émergent. Or, l'objectif que nous sommes en train de poursuivre ici, nos discussions, c'est de voir comment nos minéraux peuvent nous aider en créant davantage de richesses pour permettre d'améliorer. Parce que l'objectif de l'économie ne vaut que lorsqu'elle peut partager du bonheur. Et le bonheur que l'économie peut partager, c'est le bien-être. Et donc, si nous n'arrivons pas à une création de richesses efficientes, nous n'allons pas y arriver. Et donc, pour revenir à la fibre de notre exposé, nous disons que les effets de la croissance économique, parce qu'on nous a chanté depuis 2002 cette belle envolée croissance économique. Même nos mamans qui vendent nos marchés des Sombazigida ou des Gambela, ou ici, non loin, le marché des Kalembelembe, ils connaissent les cadres macroéconomiques. On a tellement vanté les cadres macroéconomiques que finalement, nous y sommes arrivés. Nous avons même démenti celui-là même, Nicolas Kaldor, un économiste anglais, qui a défini les cadres macroéconomiques. C'est tout simplement les 4 objectifs qui poursuivent toute politique économique.
stabilité des prix, équilibre extérieur, création d'emplois, pas de chômage, au moins de 4%, et production intérieure brute, taux de croissance élevé. Mais il a dit, aucun pays ne l'a jamais réalisé. Aucun pays ne peut atteindre simultanément ces 4 objectifs simultanément. Et c'est pour ça qu'il a appelé ça les carrés magiques. Nos jeunes économistes en herbe qui sont ici le savent, c'est le fameux carré magique. Mais lorsqu'on regarde les résultats qu'on nous a présentés en cette période-là, qu'on avait l'inflation presque à 0, que la croissance économique est en train de frôler même d'arriver à des chiffres, que l'équilibre extérieur était excédentaire, on était même en excédent, qu'on avait créé même 40 combien % de création d'emplois. Donc finalement, la RDC avait démenti les principes du fait qu'on ne peut pas atteindre les 4 objectifs simultanément. Mais en réalité, ce n'est pas ça, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, la croissance était là, mais elle n'était pas inclusive. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas amélioré les conditions socio-économiques de la population. Et donc, même en tenant compte de cette croissance, on s'est rendu compte que les revenus par habitant, c'est-à-dire si vous prenez les PIB, aujourd'hui peut-être nous frôlons les 40 millions, mais 40 milliards, vous les divisez par le nombre d'habitants, on reste encore sur les stades des 80 millions, bien que des sources tout à l'heure renseignées par mon distingué collègue professeur Tchani nous disent qu'on est presque à 100 millions d'habitants. On n'ose pas les dire parce que ça fait peur. Mais quand on voit le full trafic dans ces pays qui commence même à 5 heures du matin, vous avez déjà un trafic plein à Kinshasa, on dit mais finalement tous ces véhicules viennent d'où? On est devenus plus nombreux. Mais moi je suis fier d'être dans un pays qui a une démographie aussi généreuse. Donc si vous faites cette opération, vous verrez que les revenus par habitant s'élèvent. Aujourd'hui, il était les chiffres que j'ai de 2011, parce que les statistiques en la matière prennent beaucoup de temps pour être certifiées. En 2011, on était à 104,4 $ américains de revenus par habitant. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en 1960, en 2011, nous sommes seulement à 104, mais en 1960, nous étions à quoi? À 324,5 $. Donc c'est comme si l'avenir était notre passé. J'ai envie mes parents qui ont vécu de manière parfaitement heureuse parce qu'ils avaient plus de revenus que nous, alors que chaque parent pense que le mieux est à venir. Si on prend aussi un autre indicateur de la situation sociale, parce que c'est là les conséquences du bradage. Lorsqu'on brade, les pays n'enregistrent rien dans la création de ces richesses, ou enregistrent juste l'insignifiant. Les conséquences, c'est sur le plan social, il y a une destruction. Et ici, au niveau des logements, on en parle passé. Je sais qu'il y a une loi maintenant qui exige qu'on ne puisse payer la garantie que pour 3 mois. J'espère que ça marche. Mais lorsqu'on regarde la situation des logements des Congolais, l'accès au logement connaît aujourd'hui chaque année un déficit de 3 millions d'unités d'habitat. Chaque année. Les besoins d'habitation des logements est de l'ordre de 3 millions que nous n'arrivons pas. Et c'est un gap, un déficit que nous cumulons chaque année. Et c'est une réalité. Quand vous rencontrez un compatriote congolais en train de regarder à gauche, de courir à droite, il me demande qu'est-ce qui se passe? Non, ma garantie là-bas est finie, on est en train de chercher une autre maison. Et même quand il a trouvé la maison, la taille moyenne de nos familles, c'est 5 à 6 personnes dans la taille de la famille. Mais aujourd'hui où nous sommes en train de parler, les 2 tiers des ménages congolais vivent dans une maison, un appartement qui a moins de 3 chambres. Quand on s'imagine la taille moyenne est de 6, comment se répartissent ces 6 personnes dans moins de 3 chambres? Donc vous pouvez voir les dégâts que fait tous ces revenus, tous ces milliards qu'on nous parle, c'est un rêve. Moi, j'avais envie de demander au professeur Tiani, mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu ces milliards-là? Les jours où on les verra, comment on sera dans ces pays? Ça nous fait rêver. Donc, c'est pour dire que la croissance dont on nous a tellement vanté, en disant d'ailleurs que cette croissance était portée par la bonne santé, non seulement en quantité
des tonnes de cuivre et de cobalt qui sont exportées, mais également par la qualité de cette croissance. Mais la qualité, il n'en avait pas. Cette croissance n'était pas inclusive. Vous pouvez appeler, on vous dit ici, voilà, on a 5%, 10% de croissance, mais prenez un coup de fil, puisque maintenant on peut atteindre même les villages. Demandez là-bas au village, dans chaque case, est-ce qu'ils ont senti l'odeur ou les parfums de cette croissance? Peut-être ça se limite ici sur le boulevard du 30 juin, parce que c'est le seul boulevard où nous pouvons voir réellement cette croissance, avec le nombre de gratte-ciel qui se construisent. Mais au-delà, nous qui vivons dans la cité, un peu plus bas ici, on ne le voit pas, sauf par exemple les communes environnantes qui sont en train d'être envahies aussi par cette expansion immobilière. Mais pour que la croissance serve à tout le monde, soit inclusive, il ne faut pas que le parfum de cette croissance, on le sente seulement quand on vient sur le boulevard du 30 juin. Il faut que là-bas aussi, à Massimanimba, à Walikale, je ne sais pas, dans chaque coin, à Isiro et partout, qu'on puisse sentir. C'est ça, tous les pays doivent être en mouvement. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas simplement que nous qui sommes à Kinshasa parce que c'est la capitale, même nos conditions deviennent parfois médiocres que c'est de l'arrière-pays. Et donc, la RDC reste encore marquée par une pauvreté des masses et des grandes disparités des niveaux de vie entre ceux qui vivent dans les cités urbaines et ceux qui sont à la campagne. Quand vous visitez les grands pays du monde, vous avez envie, si vous êtes à Paris, vous êtes à New York, vous avez envie de vous éloigner un peu, aller dans la campagne. Mais quand vous arrivez à la campagne, vous avez les mêmes standards de vie qu'en ville. Et les campagnards vous disent que je n'ai pas envie d'aller dans votre ville. Là, vous cherchez quoi? J'ai tout ici, les meilleures écoles, les meilleurs centres hospitaliers, les meilleurs systèmes, même les systèmes de sécurité sociale arrivent jusqu'à eux, les meilleures infrastructures routières. Et donc, c'est cette pauvreté. Cette pauvreté s'explique principalement par le chômage. Et le chômage grandissant, surtout le chômage des jeunes. Nous sommes ici, parmi vous, il y a des enseignants. Comment s'imaginer que l'enfant qui se donne toute la peine et pour qui vous sacrifiez d'enseigner, que cet enfant-là, vous le formez pour devenir un chômeur? J'ai souvent le réflexe d'appeler mes chefs de promotion. Après 2 ans, 10 ans, 15 ans, j'appelle les chefs de promotion. Je dis, ça y est, vous avez trouvé un job? Est-ce que vous connaissez la proportion de vos collègues des classes qui ont trouvé un job? C'est triste, c'est lamentable. Et souvent, ils nous bombardent de messages dans les réseaux sociaux, WhatsApp principalement, pour demander si on ne peut pas les pistonner quelque part. Nous ne formons pas les chômeurs. Nous ne voulons pas former les chômeurs. Or, c'est justement le chômage qui est à la base de cette pauvreté. Et donc, il est une vérité historique que les minéraux de la RDC, n'enrichissent point les Congolais. C'est ça la vérité historique. Nos minéraux ne nous enrichissent pas. Ou si ces minéraux enrichissent les Congolais, il ne faut pas parler des Congolais, il faut parler de quelques individus, quelques privilégiés. Mais ces minéraux nous installent dans la précarité, les guerres internes, la lutte tribale. On a parlé de la malédiction des ressources naturelles. Nous les vivons. C'est la guerre, c'est les guerres tribales, c'est la misère, c'est la pauvreté. Pour un pays de 2 345 409 km², entouré de 9 voisins, avec une variété de ressources naturelles contenues dans les sous-sols, qui fait dire que le Congo, tout à l'heure, j'ai entendu, scandale géologique, en raison de toutes ces richesses minières dont recèle son sol et son sous-sol. Je ne reviendrai pas sur les tableaux. Prenez les tableaux de Mendeleev. Nous tous qui avons fait des humanités ici, nous connaissons ces tableaux de Mendeleev qui donnent. Mais prenez les richesses du Congo, superposées sur les tableaux de Mendeleev. C'est comme si ces tableaux étaient le monsieur de Mendeleev qui porte les noms de son tableau. Moi, je me dis, il est congolais, parce qu'il a répertorié, tout ce qu'il a répertorié, la somme de minéraux qui se trouve au Congo. Je quitte un peu les minéraux, parce que nous parlons des ressources naturelles. Prenez le bois. Prenez n'importe quel ouvrage, on parle du bois. Il y a toujours une classification spéciale pour le bois de la République démocratique du Congo. Je pense que ceux qui pensent que
Nous sommes tous des croyants, nous savons que le paradis est au ciel, mais certains peuvent se dire, mais finalement une partie du paradis est tombée ici. Je ne voudrais pas citer toute la liste, mais je voudrais simplement dire ici, rappeler, la RDC dispose de 51% des réserves mondiales de cobalt. Mais je ne sais pas dans ces 51%, combien ont été, pardon 64%. Oui. Voilà, on en découvre encore davantage. Je ne sais pas dans ces 64%, combien aujourd'hui ont été gagés par toutes ces multinationales. Qu'est-ce qu'il nous reste encore de ces réserves libres? Vous pouvez avoir des maisons, mais surtout ces maisons ont été hypothéquées. Vous n'avez plus rien, pratiquement, donc ça diminue. Et donc, nous pensons de ce fait que pour lutter contre le bradage de nos ressources naturelles, les efforts doivent se focaliser sur les performances du secteur public. Mes chers amis, le secteur public est au cœur de la responsabilité par rapport à cette histoire des bradages. Et le gouvernement devait manifester une ferme volonté politique de nature à renforcer le rôle de l'État, à doter les institutions du pays des moyens pour la formulation et la mise en place des stratégies et politiques de développement et à mettre un frein à toutes les pratiques de mauvaise gestion de la chose publique. Je n'y reviendrai pas. La corruption, la conclusion et tous les drames ont été évoqués tout à l'heure par mon brillant collègue. Donc, ici, les débats devaient plutôt tourner sur les performances à la matière du secteur public, dans son double volet, dépenses publiques et recettes publiques. Je vais aller rapidement pour chuter de la gestion optimale des dépenses publiques pour le développement à long terme. Vous me permettez de tomber un peu sur le plan théorique, sur quelques concepts essentiels. La bonne gestion des dépenses publiques, la bonne gestion, est celle qui permet d'augmenter les perspectives de développement économique et social de la population et améliorer son bien-être. Ainsi, la dépense publique devra à la fois être suffisante. Nous avons besoin d'une dépense publique qui soit suffisante, qui soit efficace, qui soit efficiente, qui soit équitable. Qu'en est-il de la dépense publique suffisante? La dépense publique suffisante est suffisante lorsque les ressources consacrées atteignent un niveau qui, en principe, permet au secteur public de fonctionner et générer des résultats escomptés.